appelé sarcome de Ewing, qui a été nommé d'après un pathologiste renommé, James Ewing, qui l'a décrit pour la première fois, début des années 1900. Il s'agit d'un cancer extrêmement malin. Qui est le deuxième sarcome osseux le plus fréquent chez les enfants. Ainsi, la plupart des patients atteints de sarcome d'Ewing ont entre 10 et 15 ans, bien qu'ils puissent être plus jeunes. Et, rarement, cela se produit jusqu'à environ 40 ans, mais 80% sont plus jeunes que 20 ans. Cela peut apparaître dans n'importe quelle partie du squelette. Parfois, dans les tissus mous également. Mais c'est généralement dans la diaphyse d'un os long. Le bassin. Il existe une nocture qui se produit dans la paroi thoracique, qui a été décrite par le docteur Askin et qui est parfois appelée une tumeur d'Askin, mais il s'agit simplement d'un sarcome d'Ewing qui se produit dans la poitrine. Donc, vous vous demandez peut-être ce que c'est, et ce n'est pas un vieux dossier. Le sarcome d'Ewing est l'une des tumeurs à cellules rondes, ce qui signifie que les cellules qui la forment sont pas particulièrement distinctes. Tumeur K, avec un noyau central qui tout terre, se ressemble à peu près. Il existe de nombreuses tumeurs qui peuvent ressembler à un sarcome d'Ewing. Ainsi, cette diapositive. La plupart des pathologistes, et certainement, je ne peux pas dire laquelle de ces est un sarcome d'Ewing par rapport à d'autres tumeurs à cellules rondes. Quelles sont les autres tumeurs à cellules rondes? Elles peuvent être très diverses. Nous parlons aujourd'hui de la tumeur de Ewing, mais il existe d'autres tumeurs qui peuvent ressembler à celle-ci, y compris un chondrosarcome mésenchymateux, qui est évidemment très différent. L'ostéosarcome à petites cellules, qui est une tumeur de petites cellules bleues rondes. Cela rend les os. Myélome, une tumeur des cellules plasmatiques, et le lymphome, une tumeur de, généralement, des cellules B, lorsqu'elles se trouvent dans l'os, peut ressembler à ceci. L'histiocytose à cellules de Langerhans, ou ce que nous appelons parfois en orthopédie granulome éosinophile, peut ressembler à une tumeur à cellules rondes. La leucémie, qui est beaucoup plus fréquente que le sarcome d'Ewing, lorsqu'il touche les os, peut ressembler à un SAF, rhabdomyosarcome. On ne le voit généralement pas dans les os, mais au microscope, il peut ressembler à... Et bien que la maladie métastatique chez les enfants soit beaucoup moins fréquente que chez les adultes, il arrive que des tumeurs métastatiques, telles que le neuroblastome et la tumeur de Wilms, se développent et que le sarcome d'Ewing se manifeste par une tumeur osseuse. Les sarcomes d'Ewing peuvent apparaître dans les os. Il s'agit également de tumeurs à cellules rondes. Et chez les personnes plus âgées, des carcinomes à petites cellules, des rhabdomyosarcomes. Donc, ça ne nous concerne pas vraiment. En tant que Burviersking, Miratusgis doit trier tous ces différents gnostics lorsqu'il ou elle reçoit une biopsie. Qu'est-ce que le sarcome d'Ewing? Il s'agit d'un cancer à cellules rondes, comme nous venons de le voir, avec une certaine différenciation, généralement l'once, voie neuroectodermique. Mais il s'agit principalement d'une tumeur. Lorsque rechercher divers marqueurs, comme muscle, AO, DOS, différenciateur, n'en a pas
il est simplement indifférencié. Il s'agit donc presque d'un diagnostic d'exclusion. Pendant un certain temps, on a cru, il existait des tumeurs neuroectodermiques qui ressemblaient à cette tumeur neuroectodermique primitive ou PNET. Nous savons maintenant que parce qu'elles ont la même translocation génétique que le sarcome d'Ewing, nous pensons que ces tumeurs sont les mêmes, même si elles se ressemblent. Au microscope, ne fait pas maintenant partie de la classification de l'OMS. Bien que vous puissiez voir ce terme, il était autrefois plus important. Ainsi, la tumeur d'Ewing représente moins de 10% de toutes les tumeurs osseuses malignes primaires, mais dans les études de population, il s'agit d'une tumeur assez rare. Vous pouvez voir ici que le fémur et les os du poumon de l'extrémité inférieure sont des sites courants, tout comme le bassin. Nous avons ensuite parlé des tumeurs qui se produisent dans la paroi thoracique. Si l'on considère les autres tumeurs malignes des os, l'ostéosarcome est la plus fréquente. Et bon nombre des principes dont nous allons parler aujourd'hui sont similaires pour le sarcome d'Ewing et l'ostéosarcome. L'ostéosarcome est plus fréquent que le sarcome d'Ewing. Le sarcome survient également chez les patients âgés de moins de 20 ans, mais il survient également chez les adultes. Il y a donc un deuxième pic d'incidence que le sarcome d'Ewing n'a pas. Et enfin le chondrosarcome, qui est le troisième sarcome osseux le plus fréquent. Est très rare chez les enfants. La fracture pathologique est plus fréquente chez les adultes. Ainsi, l'âge de la présentation varie quelque peu entre ces trois tumeurs. Et pour une raison qui n'est pas vraiment comprise, elle est moins fréquente chez les personnes d'origine africaine, asiatique et amérindienne. L'ordre d'un sarcome d'Ewing, cliniquement, n'est donc pas spécifique. Il se présente généralement sous la forme d'une masse de tissu mou assez importante et douloureuse. Mais n'importe quel sarcome peut le faire. Ils ont tendance à avoir des masses de tissu mou plus importantes que les ostéosarcomes. Mais, c'est no way straight. Règle absolue. Parfois ces breath peuvent avoir de la fièvre, perdre du poids et avoir l'air. L'une des choses à comprendre à propos d'un sarcome osseux est que les patients ne sont généralement pas malades, si l'on peut dire, et la plupart du temps, les patients atteints de sarcome d'Ewing ne sont pas malades non plus. Mais il arrive qu'ils soient et présentent des symptômes systémiques. C'est rarement le cas pour l'ostéosarcome ou le chondrosarcome. Ils affaiblissent l'os parce qu'ils le détruisent si rapidement et peuvent se présenter sous la forme d'une fracture pathologique. Si elles se trouvent dans la colonne vertébrale, elles peuvent irriter les racines nerveuses et provoquer des symptômes semblables à ceux de la sciatique. Il n'y a pas de test sanguin pour n'importe quel sarcome en fait. Mais est souvent élevé et est associé à un mauvais pronostic chez les patients qui ont une LDH élevée. Et bien que l'on puisse penser que les fractures soient assez fréquentes, ce n'est pas le cas. En général, la douleur du masque amène le patient à consulter le médecin avant que cela ne se produise, mais cela peut certainement arriver. Voici donc une radiographie typique d'un sarcome d'Ewing. C'est ce que nous appelons perméatif, ce qui signifie que ces petites cellules rondes commencent dans la cavité médulaire et se développent à travers les canaux vasculaires, dans le cortex, les systèmes d'éversion et les canalicules. Ils se développent entre les trabécules de l'os et la cavité médulaire. Et
Ils se développent suffisamment rapidement pour ne pas détruire tout l'os en leur présence. Il ne s'agit donc pas de ce que nous appelons une lésion géographique, purement lucide car cela implique généralement une croissance plus lente. La tumeur est en pleine croissance. Cette chose se déplace comme une infection à travers l'os. Elle est généralement associée à une grosse masse de tissu mou que vous pouvez voir sur ce cliché. C'est un triangle de Codman qui peut se produire dans beaucoup de choses. Nous l'associons généralement à l'ostéosarcome, mais vous pouvez le voir dans l'infection, vous pouvez le voir dans toute tumeur à croissance rapide. Et c'est périoste, l'os tissé donc, pas la tumeur, qui est apparaissant en réponse à la croissance de cette tumeur. Essayant presque de l'isoler, si vous voulez, vous pouvez le faire. Mais il est incomplet, et c'est pourquoi il se termine ici. Et vous obtenez cet aspect triangulaire. Et puis, pour une raison ou une autre, la maladie de Ewing est associée à ce que nous appelons la pelure d'oignon. Vous pouvez voir ici qu'il s'agit de couches d'os nouveaux périostés qui ont été déposées, presque comme la portage. Et pourquoi cela se produit, je ne sais pas. Si le merhath, différentes phases de croissance et de développement pendant un certain temps. L'autre réagit, la tumeur se développe à nouveau, l'autre réagit et vous obtenez cette stratification. Je ne sais pas si quelqu'un sait vraiment ce qui cause cela. Souvent vu chez un patient atteint du sarcome d'Ewing. Pas toujours aussi latent ou évident. Nous avons ensuite parlé de la masse des tissus mous. Si vous deviez garder à l'esprit à quoi devrait ressembler un sarcome osseux d'Ewing, ce serait une bonne image. Elle montre bien les caractéristiques perméatives, c'est-à-dire que le sarcome se déplace rapidement, en mangeant un peu l'os, mais vous pouvez toujours voir le cortex résiduel et s'infiltre à travers l'os trabéculaire. Celui-ci présente une fracture pathologique. Vous pouvez voir qu'il y a une grosse masse ici. Vous avez l'impression qu'il y a également une masse dans les tissus mous. Toutes les caractéristiques d'une tumeur maligne sont donc réunies. La masse est importante, elle détruit le cortex. Elle n'est pas bien délimitée par rapport à une tumeur bénigne. L'hôte essaie de former une bordure osseuse mature autour d'eux. Une tumeur bénigne, celui-ci, se développe assez rapidement pour que l'hôte n'ait pas assez de temps pour le faire, si vous voulez. Et vous avez alors cette masse de tissu mou. Ce qu'il est important de savoir, c'est qu'il se peut que vous ne voyez pas la masse de tissu mou sur la radiographie. Voici donc quelque chose de manifestement inquiétant. Quelque chose est en train de ronger. Voici le fémur. Petite roche en terre ici, c'est une sorte de vue latérale. Et vous pouvez voir que le cortex postérieur est rongé. Et vous n'y penserez peut-être pas trop. On ne le voit peut-être même pas bien sur un film AP. Mais lorsque vous regardez cet IRM, vous pouvez voir qu'il y a une énorme masse de tissu mou. Elle est impliquée dans la cavité médulaire de l'os. Elle détruit l'os, les mêmes caractéristiques que nous venons de voir. Sur la radiographie simple et l'IRM sont probablement notre test le plus utile pour connaître l'étendue de la maladie. Il me donne pas nécessairement le diagnostic, mais il est utile de savoir à quel point les tissus normaux sont touchés et elle aide à la planification chirurgicale. Un cas particulier est le bassin et les radiographies simples du bassin sont difficiles à diagnostiquer. Pour toute tumeur, si vous regardez ceci, vous pourriez dire qu'il n'y a vraiment rien. Certaines personnes peuvent se concentrer sur ces choses radiotransparentes qui ne sont que des gaz intestinaux. Mais, si vous regardez attentivement, cet os a l'air tout à fait normal. Celui-ci est en train d'être rongé. Un peu. C'est pas tout à fait normal. Mais ça n'a pas l'air si grave. C'est parce que le bassin a la forme d'un bol et qu'il est incliné
et que sur un film ordinaire, le sacrum sort, presque, perpendiculairement au sol. Il est donc très difficile d'établir un diagnostic sur les seules radiographies du bassin. Il faut des études spéciales. Dans ce cas, l'IRM montre cette énorme masse de tissu mou que vous n'auriez probablement pas anticipé en regardant ce cliché. Donc, si vous vous inquiétez d'une lésion dans le bassin, vous avez besoin d'une sorte d'imagerie 3D ou un scanner, et cela sera beaucoup plus précis qu'une simple radiographie. Ainsi, lorsque vous regardez une radiographie et que vous voyez une lésion perméable comme celle-ci, vous pensez à l'ostéomyélite, qui est beaucoup plus fréquente et que vous verrez, évidemment, beaucoup plus souvent, et elle peut détruire l'os de la même manière qu'un sarcome d'Ewing. L'une des choses que j'ai apprises il y a quelques années, lorsque j'ai vu un patient dont je pensais qu'il aurait un Ewing de l'humérus, et pour une raison quelconque, il en avait un, il avait obtenu une radiographie 6 ou 8 semaines auparavant, qui était pratiquement normale. Lorsque je le vois 6 semaines plus tard, la tumeur est en grande partie détruite. Les tumeurs ne détruisent pas l'os aussi rapidement, mais l'ostéomyélite le fait. Il faut donc toujours y penser. Nous avons toujours dit que si l'on fait une biopsie, il faut toujours faire une culture. Et que si l'on fait une culture, il faut toujours faire une biopsie. Nous avons parlé de l'histiocytome à cellules de Langerhans, qui peut produire des trous dans l'os. Il n'y a généralement pas de masse dans les tissus mous, mais cela peut arriver. Si vous passez une IRM, vous verrez un œdème des tissus mous autour de la masse. C'est pourquoi on parle souvent de sarcome d'Ewing. Et nous sommes heureux si nous pouvons faire une biopsie et montrer qu'il s'agit d'un granulome éosinophile ou d'un histiocytome à cellules de Langerhans. Et pas d'un Ewing. L'ostéome ne produit parfois pas beaucoup d'os minéralisés. Il peut donc avoir l'air tab et radiotransparent, comme dans le cas d'un Ewing. Le lymphome peut être identique, et c'est une mais que j'oublie souvent. Il faut donc toujours garder ce à l'esprit, et il peut survenir à tout âge. Et puis il y a certains sarcomes pléomorphes indifférenciés, que nous appelions MFA, qui peuvent ressembler à un sarcome d'Ewing parce qu'ils ne fabriquent pas de matrice. Ce sont donc les éléments qui pourraient figurer sur une liste de diagnostics différentiels à partir des examens d'imagerie. Lorsqu'on examine le sarcome d'Ewing de manière macroscopique, on constate qu'il s'agit probablement d'un sarcome d'Ewing. Et ceci, probablement, je pense que c'est le spécimen brut de l'humérus que nous avons examiné il y a quelques minutes. Il remplit la cavité médulaire avec ce tissu blanchâtre, qui est ce dans quoi se trouvent toutes ces cellules rondes bleues. Vous pouvez voir qu'il ronge le cortex ici. Elle s'étend à travers la cavité médulaire et se termine généralement de manière assez abrupte. On peut le voir sur l'IRM et elle s'étend dans les tissus mous. Il peut y avoir ce que nous appelons une pseudo-capsule autour d'elle. Mais ce n'est pas une vraie capsule et les cellules tumorales peuvent s'étendre au-delà. Voici une fracture pathologique du fémur et vous pouvez voir la masse des tissus mous qui est assez tendue. Et c'est typique du type de masse que vous voyez. Nous avons tendance à ne plus voir ce type de spécimen car la plupart des patients bénéficient désormais d'une chimiothérapie préopératoire. Je pense que nous avons ces spécimens parce que ces deux spécimens, en raison de la fracture pathologique, donc, ont eu une résection avant la chimiothérapie. Et voici nos amis, les petites cellules rondes, bleues. Il n'y a rien de particulièrement caractéristique à ce sujet. Il y a ces petites bulles blanches, le cytoplasme, et il s'est avéré que c'était du glycogène. Mais vous pouvez voir que dans d'autres, nous avons utilisé dans le passé ce que l'on appelait un rescore, periodic acid shift ou une PA, stain qui colore le glycogène. Ces tumeurs apparaissaient donc en rouge, à la coloration PA, mais elles n'avaient rien de particulièrement
Caractéristiques. C'est pourquoi le pathologiste de nos brains posera pas souvent de diagnostic sur la base des seules diapositives. C'est évidemment inquiétant pour une tumeur maligne, mais il peut s'agir de n'importe laquelle de ces cellules rondes dont nous avons parlé. Voici un autre patient, avec des cellules similaires, mais dans ce cas, elles forment ces petites choses circulaires, ou ce que nous appelons des pseudo-rosettes. Cela a été associé à une différenciation neuroectodermique. C'est pourquoi cette entité, BINET, a été incluse dans la classification différentielle, et nous avions l'habitude d'essayer de distinguer les deux. Mais comme elles ont la même translocation, nous les considérons maintenant comme un seul type de tumeur. Lorsque le pathologiste reçoit les tissus, il les examine au microscope. Évidemment, il va faire de l'immunohistochimie, toute une série de colorations pour essayer d'exclure d'autres tumeurs à cellules rondes. Nous n'avons plus tendance à faire de la microscopie électronique, mais cela montrerait le glycogène. Et puis ils vont faire quelque chose pour rechercher la translocation la plus courante étant 1122. Il s'agit souvent de Fluorescent Insight to Hybridization. Tumeurs qui sont plus déroutantes. Ils peuvent essayer d'effectuer un panel plus large de tests génétiques. Voici les tâches caractéristiques du sarcome d'Ewing. Toutes ces petites choses brunes que vous voyez montrent que ces cellules rondes se colorent pour le CD99 et que la mouche fait partie de la translocation, de sorte que les noyaux se colorent pour cela. Et ils font aussi d'autres choses, pour vous donner une idée de la manière dont on distingue le sarcome d'Ewing des autres tumeurs à cellules rondes. Il faut savoir que le sarcome d'Ewing est l'une des tumeurs les plus répandues dans le monde. Le sarcome d'Ewing est l'une des tumeurs qui présente une translocation. C'est l'une des premières à avoir été reconnue dans les tumeurs osseuses, et il s'agit d'une translocation entre le chromosome 11 et 22. Les gènes qui se mélangent sont EWSR1 et FLY1, ce qui représente environ 20% des sarcomes d'Ewing. Il existe un certain nombre d'autres translocations dont il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il existe d'autres tumeurs, comme celle de Ewing, qui présentent différentes translocations, en quelque sorte au-delà du sujet de cet exposé. Mais trouver cette translocation est le meilleur moyen de savoir que l'on a affaire à un sarcome d'Ewing, et nos pathologistes s'y fient beaucoup. Ces translocations résultent d'une fusion d'alcoprotéines, qui produit une protéine aberrante, qui est un facteur de transcription, et qui donne à la cellule d'Ewing un avantage de croissance par rapport à des cellules normales. On pourrait penser qu'en sachant cela, nous serions en mesure de mettre au point d'excellentes thérapies qui cibleraient cette incision et guériraient les patients atteints de sarcome d'Ewing. Mais jusqu'à présent, nous n'en sommes pas là. Donc, Merck, vous avez fait le bilan. Nutri-Wonder. Dans une minute, vous devez faire une biopsie. Et c'est là que vous vous fiez à votre CT scan. Parce que vous voulez planifier la biopsie avec soin. Nous ne pratiquons plus beaucoup de biopsie incisionnelle, alors que c'est tout ce que nous faisions auparavant. Mais si vous n'avez pas la possibilité de faire des biopsies à l'aiguille, vous devez vous demander comment je vais traiter ce patient, s'il s'agit d'un sarcome osseux. Donc, dans votre esprit, vous regardez les études de stadification et vous dites voici ce que je ferai pour retirer cette tumeur. Si elle est sur la cuisse, vous savez peut-être une incision latérale ou médiale. Et ensuite ou lorsque vous faites votre biopsie incisionnelle, vous dessinez en quelque sorte l'incision et vous placez votre biopsie le long de la ligne de l'incision prévue. Et vous essayez de faire le moins de dissection possible, directement jusqu'à la masse de tissu mou. Il n'est pas nécessaire d'aller dans l'os s'il s'agit d'une masse de tissu mou,
Essayez d'éviter de contaminer les structures neurovasculaires et contaminer le moins de plans possible. Et vous obtenez des tissus. Pour le pathologiste, si vous avez la possibilité d'obtenir des coupes congelées, ce n'est pas une mauvaise idée de le faire pour être sûr d'avoir des tissus diagnostiques. Mais vous n'allez pas prendre de décision sur la biopsie parce que, de ce dont nous venons de parler, ils doivent procéder à des colorations spéciales pour parvenir à biopsie définitive. Auparavant, nous faisions beaucoup de biopsies incisionnelles. Aujourd'hui, nous travaillons avec nos radiologues et ils font des biopsies cornéennes, soit sous échographie, soit sous imagerie CT, mais avec les mêmes principes. Il faut savoir où se fera l'incision. Il faut donc connaître son radiologue ou parler avec lui avant la biopsie. Dites, voici comment je veux que vous placiez l'aiguille, car les radiologues peuvent être très innovants et placer l'aiguille à des endroits auxquels vous n'auriez jamais songé. Il faut donc travailler avec quelqu'un que vous connaissez ou parler avec lui et lui dire « Voici comment vous voulez faire ». Car en théorie, le trajet de la biopsie à l'aiguille peut être contaminé par des cellules tumorales, tout comme le trajet de la biopsie incisionnelle. On peut se demander s'il est nécessaire d'exciser une voie de biopsie à l'aiguille. Nous essayons de le faire si nous le pouvons, mais ce n'est pas crucial. Les biopsies incisionnelles doivent être réséquées au moment de l'opération, parce qu'elles peuvent contenir des cellules tumorales par le chemin qu'avait emprunté pour atteindre la tumeur. Voici donc un exemple de biopsie à l'aiguille. Pour la fluoroscopie, il s'agit généralement d'une aiguille de type trocar qui permet d'obtenir un certain nombre de carottes. Encore une fois, il faut s'assurer de prélever suffisamment de tissu pour que le pathologiste ait assez de matériel pour établir un diagnostic définitif. Voici un exemple de biopsie incisionnelle bien placée, parce que si la tumeur était ici quelque part, vous auriez une incision qui irait dans cette direction. Vous ne voulez pas la faire de cette façon, transversalement. Vous voulez qu'elle soit longitudinale. Et vous pourriez facilement la contourner et retirer ce tractus avec la tumeur au moment de l'incision, de la résection de la tumeur. Pour la stadification, on commence évidemment par une radiographie et il est important d'obtenir l'ensemble de l'os. Nous procédons généralement à une IRM, également de l'ensemble de l'os, car il peut y avoir de petites métastases dans l'os concerné, et le sarcome de Ewing, tout comme dans le cas de l'ostéosarcome. Le lieu de propagation le plus courant du sarcome de Ewing est. Nous procédons donc à un diagnostic par tomodensitométrie thoracique pour rechercher une maladie métastatique. Et le deuxième site, le plus courant, est un autre os. Ainsi, jusqu'à relativement récemment, nous nous appuyons sur une scintigraphie osseuse, ce qui est toujours une chose raisonnable à faire. Mais si vous avez la possibilité d'effectuer une tomographie par émission de positons, nous avons tendance à la privilégier, car elle est un peu plus sensible qu'une scintigraphie osseuse. Et l'oncologue, je pense qu'ils le font, a moins tendance à faire une biopsie de la moelle osseuse juste pour voir s'il y a des cellules métastatiques. Dans la moelle, pour commencer, bien qu'il y ait des moyens plus sophistiqués de le faire aujourd'hui. Ainsi, lorsque vous effectuez ce bilan métastatique, vous trouverez des preuves de la maladie métastatique chez environ 25% des patients. Et il est évident que va conduire à un pronostic plus défavorable que pour quelqu'un qui n'a pas de maladie métastatique ou de diagnostic, bien qu'il soit important de réaliser ou de conceptualiser que pratiquement tout le monde, tous les patients, plus de 70% ont un diagnostic de maladie micrométastatique. Vous ne pouvez tout simplement pas le trouver sur les études d'imagerie, parce que si vous ne traitez que la tumeur primaire,
même si vous la traitez avec succès. 90% des patients auront des métastases et mourront de la maladie. Donc, nous supposons que tout le monde est métastatique au moment du diagnostic. Mais c'est pire si vous pouvez réellement voir les mets. Et c'est la raison pour laquelle, la chimiothérapie a été couronnée de succès, parce que elle agit sur la maladie métastatique. Il s'agit donc d'attraper ces petites cellules qui ont atterri dans le poumon ou la moelle osseuse et de les traiter avant qu'elles ne deviennent une véritable tumeur. La chimiothérapie n'est pas aussi efficace pour les maladies volumineuses. C'est pourquoi nous utilisons la chirurgie ou la radiothérapie pour la tumeur primaire. Autre facteur de pronostic, autre que la maladie métastatique. Le bassin a un pronostic plus bien. Dans d'autres sites, les tumeurs plus grosses ont un pronostic plus défavorable. Certaines études ont montré que les patients plus âgés ont un pronostic plus défavorable. Et plus récemment, une réponse histologique à la chimiothérapie. Ainsi, si vous administrez une chimiothérapie préopératoire et que la masse rétrécit, que le pathologiste examine l'échantillon de résection et qu'il n'y a pas de cellules tumorales, ce patient aura un meilleur pronostic que s'il y a encore des cellules viables autour de lui. Dans ce cas, c'est plus une question de tout ou rien. Soit vous avez une certaine viabilité, soit vous n'en avez aucune. Contrairement à l'ostéosarcome, où la réponse est graduée. Voici donc un patient qui a subi un scanner thoracique. Et vous pouvez voir ici une lésion métastatique qu'il a peut-être déjà eue. Il faut ensuite déterminer, ce qui est parfois déroutant parce que d'autres maladies peuvent causer de petits nodules comme celui-ci dans la poitrine. Mais en présence d'un sarcome de Ewing connu, ce serait assez inquiétant. Voici la scintigraphie osseuse qui montre que la lésion primaire est chaude et que l'on essaie de voir si d'autres os sont touchés. Dans ce cas, c'était pas le cas. Voici une autre métastase pulmonaire. Voici à quoi elle ressemble sur un PET scan. Et nous l'associons généralement à un CT, qui nous donne plus d'informations anatomiques. Vous pouvez voir l'orange vif. Voici. Ceci va réduire l'activité métabolique. Alors qu'une scintigraphie osseuse est une mesure de la formation osseuse et de la vascularisation. La chirurgie est plus sensible car il s'agit de tumeurs hautement métaboliques. Et vous pouvez la fusionner avec une IRM ou un scanner. Nous utilisons généralement la tomodensitométrie. Dans ce cas, il s'agit d'une IRM. Nous en avons un peu parlé. Si vous trouvez une maladie métastatique au moment du diagnostic, les chances de survie sont bien moindres. S'il s'agit uniquement d'un poumon, le pronostic est meilleur. Nous voyons comment ils réagissent à la chimiothérapie. Parfois, nous retirons les métastases, et il existe certains protocoles qui envisagent une irradiation de l'ensemble du poumon pour tenter d'améliorer le taux de survie. La chirurgie et la radiothérapie sont assez équivalentes et offrent probablement certains avantages. Des études sont en cours à ce sujet. Mais, pour récapituler, le sarcome de Ewing est présent dans environ 25% des cas, principalement dans les poumons. Un autre PET plus sensible et la maladie métastatique, et le diagnostic est un facteur pronostic. Alors comment? En tant que chirurgien orthopédiste, traitons-nous le sarcome de Ewing? En fait, nous ne sommes pas les seuls à le faire. Il y a aussi les radiothérapeutes et les oncologues médicaux. Il s'agit donc d'une combinaison de chimiothérapie et de chirurgie. Nous commençons généralement par une chimiothérapie. L'avantage est que ces grosses masses de tissu mou diminuent généralement de taille considérablement après la chimiothérapie préopératoire. Pour ce qui est du traitement de la maladie macroscopique résiduelle, vous pouvez soit l'exciser, soit utiliser la radiothérapie. Il y a une certaine confusion à ce sujet en ce qui concerne le traitement du sarcome d'Ewing. La chirurgie et la radiothérapie sont relativement équivalentes. Certains diront que le taux de récidive locale est plus élevé avec la radiothérapie qu'avec la chirurgie. Mais il n'y a pas d'études vraiment fiables pour le savoir avec certitude. Et la principale raison pour laquelle nous préférons la chirurgie à la radiothérapie est que maintenant que les patients survivent, ils peuvent avoir des sarcomes induits ou associés à la radiothérapie dans l'os traité. Donc,
si nous pensons pouvoir obtenir une marge négative. Avec une résection, nous les résécrons, généralement. Sauf si nous pensons que nous n'avons pas de chance d'obtenir une marge négative et une reconstruction fonctionnelle. Lorsque j'ai commencé à pratiquer, à la fin des années 70, la probabilité de survivre au sarcome de Ewing était inférieure à 10%. Elle est aujourd'hui de 75% avec une survie à 5 ans. L'amélioration est donc spectaculaire, grâce à l'utilisation de la chimiothérapie, ainsi que de la chirurgie et de la radiothérapie. Les chimiothérapies ont été modifiées au fil des ans, mais je peux simplement vous dire que c'est ce que nous faisons maintenant. Et je pense qu'en Europe, c'est le type de protocole il s'agit d'un traitement à 5 médicaments. Avexitine, Adriamycine, Cytoxan, Etoposide. Je ne suis pas médecin-oncologue, je ne peux donc pas entrer dans les détails si c'est pour dire que l'une des récentes avancées, que si les patients prennent ces médicaments, les administrent à 2 semaines d'intervalle plutôt qu'à 3 ou 4 semaines d'intervalle. Cela a amélioré leur taux de survie. C'est ce que signifie la compression des intervalles. Ils essayent d'administrer le plus de chimiothérapie possible, dans un laps de temps aussi court que possible. De nouveaux agents sont en cours de développement, car nous ne guérissons pas tout le monde, et ils sont étudiés dans des études cliniques, randomisées. Nous en avons déjà parlé. Meilleur pronostic si la maladie est localisée, si la réponse à la chimiothérapie est bonne. Le type de translocation et d'autres facteurs génétiques peuvent avoir de l'importance. Mais nous n'en sommes pas encore là. Nous n'en sommes pas encore à. Le traitement de la tumeur primaire est donc soit la radiothérapie, soit la résection chirurgicale. Les deux semblent fonctionner. Aujourd'hui, on traite principalement par résection seule pour éviter les secondes tumeurs malignes. La radiothérapie est utilisée principalement pour les tumeurs volumineuses du bassin vertébral. Ces tumeurs ne peuvent pas être réséquées, même si nous parvenons de mieux en mieux à réséquer les tumeurs de la colonne vertébrale et du bassin et à proposer des reconstructions fonctionnelles. Les lésions tabulaires périatidiennes étaient autrefois très difficiles à traiter, mais aujourd'hui, il y a des implants qui rendent cela plus faisable. Si nous ne pensons pas pouvoir obtenir une marge négative, nous irradions souvent, ou si la fonction est médiocre, ou si le patient refuse la chirurgie. Il est important de comprendre que traiter un patient par radiothérapie. Il n'y a pas de conséquences fonctionnelles, en particulier chez les enfants. Souvent des plaques de croissance irradiantes. Ils peuvent donc avoir des divergences de longueur de membres. Comme on peut le voir ici, il peut y avoir des récidives. Le plus grand inconvénient sont ces néoplasmes secondaires, qui surviennent entre 5 et 2025% des patients qui ont survécu à la radiothérapie. Le sarcome d'Ewing. Auparavant, nous ne nous inquiétions pas de cette maladie, car personne n'y survivait. Mais maintenant qu'ils survivent, nous nous en préoccupons davantage. Voici donc un patient auquel je n'ai pas pensé à l'époque. C'était en 1990. Je pouvais faire une bonne résection. Nous l'avons donc traité par radiothérapie. Le cancer a récidivé à l'adresse, dans la partie distale. Ce patient a donc été et nous devons maintenant y retourner et le réséquer parce qu'il n'y a pas de bonne alternative. Mais la récidive locale du sarcome d'Ewing est généralement un signe de très mauvais pronostic. Nous avons donc pu l'enlever. Nous avons trouvé une allogreffe qui convenait. Sa fonction était assez bonne, mais elle est décédée dans l'année qui a suivi d'une maladie métastatique. Voici un exemple d'un patient dont j'ai hérité. Après qu'il ait été traité dans sa jeunesse avec des radiations au niveau du fémur proximal, est l'un des problèmes que l'os de Smallsford member à cause des radiations. Il est donc très difficile de diagnostiquer si quelque chose ne va pas. Il a donc eu mal, s'est inquiété, l'a soigné, a fait une biopsie. Tout ce que nous avons vu
c'est une ostéonécrose, et nous avons pensé qu'il s'agissait simplement d'un changement dû aux radiations. Mais il a continué à avoir des douleurs. Quelques mois plus tard, a passé un scanner. Vous voyez cette masse? Et nous avons refait une biopsie. Il s'agit d'un ostéosarcome, ou associé, induit par les radiations. Donc, nous avons dû faire une désarticulation de la hanche. Il a fini par mourir lui aussi. Donc, juste pour réitérer, l'une des raisons pour lesquelles nous essayons d'éviter les radiations est d'éviter ce scénario maintenant que les patients survivent à leur sarcome d'Ewing. Voici l'exemple d'un jeune garçon. Vous pouvez voir que les plaques de croissance sont encore ouvertes. On ne voit pas grand-chose sur la radiographie, si ce n'est l'épaississement de la corticale. Ici, Mélière monte cette masse. La chimiothérapie fait disparaître le masque. Nous pensions pouvoir obtenir une marge de résection ici et ici. C'est ce que nous avons fait. Nous avons mis ceci. Il s'agit d'une allogreffe et d'une fixation. Qui a fini par guérir. Et le voici bien des années plus tard. L'avantage est qu'il a sa propre plaque de croissance. Donc il n'a jamais eu d'arrêt de croissance. Il n'a pas à s'inquiéter d'un induit par les radiations. Voici une jeune fille qui a été un peu difficile. Elle a 2 ans et demi et une grosse masse. Vous pouvez voir à quel point elle était étendue. Elle a reçu une chimiothérapie préopératoire. La masse a diminué. Mais le problème était de savoir comment reconstituer cette masse chez un enfant de 2 ans. Et vous ne voulez certainement pas irradier l'humérus d'un enfant de 2 ans. Nous avons donc trouvé, heureusement, une toute petite allogreffe que nous avons mise en place à partir d'une banque d'os. Et ça a duré 4 ou 5 ans. Aujourd'hui, elle a été convertie en prothèse expansible. Nous savons maintenant qu'elle a survécu, et nous essayons progressivement de l'allonger. Bien que la longueur du membre et l'extrémité supérieure n'est pas aussi importante. Et puis, dans le bassin, si nous pensons pouvoir les retirer et préserver une fonction raisonnable comme ici, nous essaierons de le faire. Dans ce cas, nous avons pu sauver l'acétabulum. C'est donc assez facile à faire. Celle qui implique l'acétabulum. Nous avons maintenant des prothèses sur mesure ou des prothèses imprimées en 3 dimensions que nous pouvons fabriquer spécifiquement pour chaque patient et mettre en place. Et je pense que c'est, voilà donc, un fait de l'observation des sarcomes. Je vous remercie.